Avant d'arriver dans la Drôme, nous passons par Saint-Antoine-l'Abbaye aux portes du Vercors. L'église abbatiale construite du XIIe au XVe siècle a accueilli des pèlerins venus de tous les pays pour se recueillir auprès des reliques de saint Antoine l'Égyptien et bénéficier de son miraculeux pouvoir de guérison. À la beauté architecturale s'ajoute la richesse de la décoration intérieure, avec des peintures murales, des somptueuses boiseries, des reliquaires d'une grande finesse, et un orgue du XVIIe siècle. Les voûtes élancées de 22 mètres de hauteur vous transportent et vous donnent le vertige. Nous allions retrouver les cousins. Les cousins, et ils sont deux. Voilà. Nous voici partis pour Mirmande, où nous allons retrouver les cousins. Allez, on vous emmène. Nous voici enfin réunis et sans plus attendre, nous commençons la visite de ce magnifique petit village perché. Entrelacées dans un labyrinthe de ruelles, les maisons de Mirmande ont su conserver leurs belles façades de pierre et leurs vieilles portes. Après la disparition à la fin du XIXe siècle de l'élevage de vers à soie, c'est la production fruitière qui assure à Mirmande son développement, ainsi que les personnalités qui s'y arrêtèrent. Le peintre André Lotte y vécut et Arum Tazieff, qui en fut maire de 1979 à 1989. Nous quittons Mirmande et comme nous ne sommes pas très loin d'un autre petit village, nous décidons d'aller y faire un tour. Ce village s'appelle le village de l'Alopie. Alors il a une histoire assez particulière. Il a été progressivement abandonné au début du XXe siècle, mais surtout, il a été complètement détruit pendant la bataille de Montélimar, fin août 1944. Avec un déluge, écoutez bien, de 650 obus tirés par les armées allemandes et américaines.
Et c'est à partir des années 60 que de nouveaux propriétaires ont fait renaître les maisons une à une. Dans un souci du détail, comme vous pouvez le voir, ce village est magnifiquement bien restauré. Et juste à côté, en bas du village, il y a la chapelle Saint-Michel. Édifiée sur une motte féodale, ses fondations remontent au XIe siècle. Elle fut, elle aussi, endommagée par la bataille de la Lopie en août 1944. Ses ruines furent rachetées par une famille de la région et entreprit sa reconstruction. La nuit commence à tomber sous les petites ruelles de la Lopie. Il est temps d'aller installer notre bivouac. À demain! C'était marqué, il y avait le panneau d'interdiction pour les cars et en petit en dessous c'était marqué camping-car. Donc là c'est On monte quand même. Elle a fait demi-tour là en bas. Ok. À gauche sur la losée la route. J'ai trouvé un parking. Allez, là on bouge. Elle a l'air un peu moins intelligente. Alors une discussion entre les garçons et Loa. Oui. Le Poët-Claval, un village authentique et sauvage, à une vingtaine de kilomètres de Montélimar. Ancienne commanderie de l'ordre des Hospitaliers, le village a conservé de cette époque le château, des vestiges de la chapelle romane Saint-Jean des Commandeurs et des remparts. Non, mais t'as vu ça? T'arrives à lire? Oui, à force j'ai déchiffré. Il est défendu de laver dans le plus haut bassin sous peine de payer 20 sous d'amende. Eh bien, nous irons laver notre linge ailleurs. Allez, en route pour la Garde à Desmares. La Garde à Desmares, c'est un joli petit village médiéval, mais là où on ne s'est plus s'attarder, c'est dans le jardin des Herbes. Situé au pied des remparts du village et de son église du XIIe siècle, le jardin terrasse occupe une superficie de 3000 m² et regroupe sur 2 niveaux plus de 300 herbes médicinales et aromatiques. Il a été créé par Daniel Arcussi en 1990. On va les laisser faire le V, hein? Parce que du U, on est passé au V. Ça vous ira? Il est bien notre V ou pas? Alain, est-ce que ça te va comme V? Tu penses quoi? Donc, Un peu moins de vent, il faut qu'il rapproche son nez. Mais après, on passe plus. Non, mais t'es Non, bien mon là, tempête, Henri, ça va. t'es bien assez ouvert. Henri, ah, bien là, c'est Il y ouvert. a peut-être 3 degrés de trop. 3, c'est bon. pas très loin de notre spot où nous allons passer la nuit, nous avons découvert à peu près à 200 mètres un endroit qui est assez mystérieux qui s'appelle le Val des Nymphes. Ce site était à l'origine un sanctuaire celte dédié aux nymphes, déesses des sources et de la fécondité. On trouve encore sur place des bassins avec leur système de récupération d'eau.
Il reste aujourd'hui qu'une belle chapelle romane du XIIe siècle, restaurée dans les années 80. Cet endroit est tellement mystérieux qu'on s'attendrait presque à voir surgir une nymphe des bois. Après cette magnifique manœuvre de Christine, nous nous dirigeons vers le château de Grignan. Et la surprise, l'homme perché était sur un socle face au château. Quatre personnages célèbres ont façonné l'histoire du château. Les Adhémar, le comte de Grignan, Léopold de Fort et Marie Fontaine. Les Adhémar, c'est à la fin du XVe siècle que Gaucher Adhémar hérite du château. Il organise les premières transformations et engage la construction de la Grande Galerie. Le comte de Grignan, en 1669, a 36 ans. 2 fois veuf, il épouse Françoise Marguerite de Sévigné. Il s'installe au château, mène la belle vie, dépense sans compter, sont ruinés. Et enfin, le château est vendu en 1732 au marquis Jean-Baptiste de Félix de Mouy. Léopold de Fort rachète, lui, le château en 1838. Et c'est en 1912 que Marie Fontaine, riche héritière, décide de consacrer toute sa fortune à sa restauration. Et en 1979, le département de la Drôme rachète le château de Grignan. Voilà, c'est le moment que j'aime le moins puisque c'est là qu'on doit se séparer. On prend notre dernier déjeuner ensemble avec mes cousins et nous, on décide de poursuivre notre route jusqu'aux carrières de Saint-Restitut. Ah voilà, nous sommes aux anciennes carrières de Saint-Restitut. Eh bien, on y rentre. C'est un site souterrain. La pierre extraite de cette carrière est un calcaire blanc. Elle se travaille et se taille plutôt facilement. Les premiers exploitants furent les Romains. Et c'est qu'au milieu du XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, d'ailleurs on en voit quelques traces, on voit aussi également les traces des quais de chargement, que l'exploitation devient industrielle. Alors que près de 400 carriers y travaillaient, la fermeture intervient brutalement en 1914. Les visites sont libres, donc pas de réglementation, donc faites très attention quand même, puisqu'il y a pas mal de plafonds qui se sont écroulés. Donc soyez très prudents.